Le chef de gouvernement, Dr Shogel Kokala Maïga, est attendu à Gao ce vendredi. Dans la présente édition, vous entendrez quelques réactions des populations de la cité des Askia qui s'apprêtent à réserver un accueil de grand jour au Premier ministre. À suivre également dans ce 20h une intervention du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des réformes politiques et institutionnelles. Sila Fatoumata Sekou Diko nous parle du projet portant modification de la loi électorale en cours adopté hier en Conseil des ministres. Rajaba, le 7e mois du calendrier musulman, le nom vient de Rajaba qui signifie respecter. C'est l'un des 4 mois sacrés de l'islam. Comment ce mois est observé par les musulmans? La réponse en fin de journal. Agir sans tambour ni trompette, l'expression est au centre de la chronique Un jour une formule de ce jeudi. Souri Ibrahima Keita nous expliquera comment cette locution a été empruntée au monde militaire. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous. Bonsoir à vous, merci et bienvenue dans ce journal. D'abord avec moi dans ces studios, Ibrahim Traoré pour la lecture d'un décret présidentiel qui vient de nous parvenir. Ibrahim, bonsoir. Bonsoir Fouzeni Tounkara, bonsoir mesdames, messieurs. Décret numéro 20-23-00-98 PTRM du 16 février 2023 portant convocation du Conseil national de transition en session extraordinaire. Le président de la transition, chef de l'État, vu la Constitution, vu la charte de la transition, vu la loi numéro 20-22-001 du 25 février 2022 portant révision de la charte de la transition, vu le décret numéro 20-21-03 à 61 PTRM du 7 juin 2021 portant nomination du Premier ministre. À la demande du Premier ministre, décrète, article 1er. Le Conseil national de transition est convoqué en session extraordinaire le vendredi 17 février 2023. Article 2. L'ordre du jour de cette session extraordinaire porte sur 1. Le projet de loi portant modification de la loi numéro 2022-019 du 24 juin 2022 portant loi électorale. 2. Le projet de loi portant création des circonscriptions administratives en République du Mali. 3. Le projet de loi portant création des collectivités territoriales en République du Mali. 4. Le projet de loi portant modification de la loi numéro 2012-006 du 23 janvier 2012 portant principes fondamentaux de l'organisation administrative du territoire. 5. Le projet de loi portant modification de la loi numéro 2017-052 du 2 octobre 2017 déterminant les conditions de la libre administration des collectivités territoriales. 6. Le projet de loi portant Code des collectivités territoriales. 7. Le projet de loi portant statut particulier du district de Bamako. 8. Le projet de loi portant création d'un établissement public à caractère scientifique et technologique dénommé Centre de formation professionnelle de Sénou, CFP Sénou. Article 3. Le présent décret sera enregistré et publié au journal officiel Bamako le 16 février 2023, signé le président de la transition, chef de l'État, colonel Assimi Goïta, le Premier ministre Shogel Kokala Maïga. Merci beaucoup Ibrahim Traoré. Le Conseil des ministres du 15 février 2023 a adopté un projet portant modification de la loi électorale en cours. Les modifications portent entre autres sur la confection et l'utilisation de la carte d'identité biométrique comme carte d'électeur ainsi que le vote par anticipation des femmes. Pour plus d'informations, suivons le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des réformes politiques et institutionnelles. Sila Fatoumata Sekou Diko est au micro de Dougoufana Traoré. Les modifications ont porté essentiellement sur un peu moins d'une douzaine d'articles, mais qui concernent essentiellement 4 points. Ensuite, il y a quelques erreurs matérielles qui ont été corrigées. Suivant le décret numéro 2022-0639 PTRM du 3 novembre 2022, il a été institué et réglementé la carte nationale d'identité biométrique sécurisée, qui est en train d'être confectionné, qui est même en train de commencer à être distribué par le ministère de la Sécurité.
Or, dans la loi électorale, cette mission revenait à l'EJ pour la confection de ce qu'on appelait en ce moment la carte d'électeur biométrique. Maintenant, en lieu et place, on va faire en sorte que la carte nationale d'identité biométrique sécurisée que le ministère de la Sécurité est en train de confectionner et de distribuer puisse servir non seulement des cartes d'identité nationale, des cartes consulaires, et puis prendre en son sein le bénéfice de la carte NINA, mais également servir de carte d'électeur lors des élections. En termes de coût, c'est plus que bénéfique pour notre budget. Le deuxième point porte sur la réduction du délai qui était prévu dans la loi électorale et qui disait que les coordinations de l'EJ doivent être installées au moins 6 mois avant le jour des scrutins. Il y a un chronogramme qui a été adopté et adossé à la loi électorale, mais aussi à d'autres textes. Et dans ce chronogramme, c'est ce délai-là qui a été repris. Donc pour ne pas changer la teneur du chronogramme, on préfère plutôt revisiter la loi pour ramener ce délai de 6 mois à 3 mois pour rendre l'installation des coordinations tenable et en même temps la tenue du scrutin référendaire, parce qu'il doit se tenir le 19 mars 2023, de même qu'un certain nombre d'autres élections. Le troisième point concerne l'institution du vote par anticipation au profit des forces armées et de sécurité. Les mobilisations sur les théâtres des opérations sécuritaires et militaires, généralement, se font de manière impromptue. Donc, c'est de donner une autre chance que les militaires peuvent utiliser éventuellement pour pouvoir bénéficier du maximum de garanties pour exercer leur droit constitutionnel de vote. Le quatrième point, 6 textes qui concernent les réformes administratives et territoriales. Donc, ces réformes vont sûrement avoir un impact sur la cartographie électorale et donc sur le fichier électoral. Donc par cette disposition modifiée, c'est de permettre à ce que l'EJ puisse intervenir sur le fichier électoral et apporter les correctifs nécessaires sans que cela puisse prêter à suspicion. À côté, il y a des erreurs matérielles comme dans l'article 149 où on a par inadvertance mentionné le mot candidat pour le scrutin référendaire, alors qu'on sait qu'au niveau du référendum, c'est soit le oui, soit le non, il n'y a pas de candidat. Le message particulier, c'est de rassurer les Maliens, nos compatriotes, et de leur dire que les plus hautes autorités sont en train de prendre toutes les dispositions pour que le scrutin se passe dans les conditions les meilleures pour tout le monde, de manière transparente et crédible. Ce communiqué, le consul général du Mali à Abidjan porte à la connaissance de la communauté malienne que la mise à jour des données du numéro d'identification nationale NINA se poursuit dans les locaux du consulat jusqu'au 31 mars 2023, du lundi au vendredi. Le consul général rappelle que l'opération de mise à jour concerne les personnes enrôlées de 2009 à 2015 sur présentation de la carte NINA ou la fiche descriptive individuelle. Le consul général du Mali à Abidjan s'est compté sur la mobilisation et la bonne compréhension de tous. Le chef du gouvernement, Dr Choguel Kokalamaïga, est attendu à Gao ce vendredi. Des annonces fortes sont attendues au cours de cette visite, comme le démarrage des travaux de la route Gao-Sévaré, du barrage de Taoussa et la route Gao-Bourem-Taoussa. Les populations de la cité des Askia s'apprêtent à réserver au chef du gouvernement un accueil de grand jour. Agali Agissa. Les autorités administratives et politiques s'activent à réussir le pari de la mobilisation sociale. Les rencontres se multiplient au gouvernorat, le quartier général de la commission d'organisation. Le chef de l'exécutif régional invite la population à réserver un accueil chaleureux au Premier ministre, qui est d'ailleurs un natif de la région. Je demande à toutes les populations d'Al-Moussrad, d'Ansongo, de Bourem et de Gao de sortir massivement dans la joie et dans l'allégresse pour recevoir son excellent monsieur le Premier ministre qui va faire un séjour de 4 jours dans notre région, chose qui est très rare. Pour vraiment montrer à son excellent monsieur le Premier ministre que Gao est un, qu'il y a la cohésion à Gao, qu'il y a la cohabitation intercommunautaire à Gao. Un message fort partagé par les leaders communautaires de la 7e région. Il y a une grande mobilisation pour cet accueil. Parce que c'est un parent, c'est un frère qui est venu dans la cité des Escas. Déjà, nous sommes quand même motivés, mobilisés.
Et au niveau de nos radios et autres, là aussi, nous avons passé le message pour que tout le monde puisse sortir pour accueillir notre Premier ministre. Le monde scolaire ne restera pas en marge de la fête, nous rassure le premier responsable du système éducatif à Gao. Toutes les dispositions sont prises au niveau de toutes les écoles, excepté les tout petits. En tout cas, les préparatifs vont bon train. Déjà, les sites qui devront abriter les différentes cérémonies et la principale rue reliant l'aéroport à la ville de Gao commencent à faire peau neuve. Certaines délégations dépêchées pour la circonstance sont déjà sur place pour constater. Nous sortons d'une réunion où nous sommes très contents. Au vu des dispositifs qui ont été réservés, au vu de tout ce schéma organisationnel qui a été mis en place par des hommes et des femmes aguerris, qui sont dans la dynamique de réserver un accueil d'abord à un de leurs et après cela au chef du gouvernement. Une manière de montrer, selon leur dit, d'affirmer et de confirmer leur attachement, leur soutien indéfectible aux hautes autorités de la transition en cours. Plusieurs activités contribuant au développement socio-économique de la 7e région marqueront le séjour du PM à Gao. Des rencontres avec la société civile, les acteurs de l'administration, des annonces de la reprise des travaux de la route Gao-Sévaré, du barrage de Taoussa, la route Gao-Burem-Taoussa, des remises des vivres et matériels agricoles, des séances de prière et bénédiction pour le Mali au programme de cette visite du chef du gouvernement. Un voyage qui commence ce vendredi dans la cité des Eskia. Le Premier ministre, le Dr Choguel Kokala-Maïga, est également attendu dans les villes d'Ansongo et Bouram. Ouverture ce matin de la rencontre de haut niveau du comité des plaidoyers de suivi des réformes électorales. Cette rencontre vise à renforcer le dialogue entre les acteurs politiques et ceux de la société civile sur l'avant-projet de la nouvelle constitution. Mamadou Fane. La réflexion et des échanges sur l'avant-projet de la nouvelle constitution et la tenue du référendum au cœur du comité de plaidoyer et de suivi des réformes électorales. Cette rencontre de haut niveau a pour objectif de réfléchir sur l'opportunité de la tenue du référendum et de promouvoir le dialogue entre les acteurs politiques et ceux de la société civile en vue d'un consensus. Nous sommes convaincus que de cette rencontre, nous allons tirer des pistes. Parce que nous n'avons pas la prétention d'avoir des solutions toutes prêtes à proposer, mais déjà de mettre les différents acteurs ensemble et de les obliger à se parler est déjà un point positif. Nous sommes au niveau de l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite vraiment en attente des recommandations et des conclusions qui vont sortir de ces 2 jours de travaux, car nous sommes convaincus qu'elles permettront d'aller vers ce référendum dans un climat plus apaisé. Aujourd'hui, une opportunité inespérée s'offre à nous pour un nouveau et un bon départ pour notre Maliba. Et pour rendre ce Maliba plus fort, plus résistant, plus résilient. Un Mali émergent, un Mali prospère, un Mali puissant, un Mali à fière allure. En ce sens, nous sommes inexorablement liés et surtout naturellement dépendants des uns et des autres. Il est attendu à l'issue de cette rencontre un débat franc avec des arguments objectifs sur la nécessité de la tenue du référendum et de convaincre les sceptiques au projet de réforme électorale. Les résultats de l'étude initiée par le consortium Musonnet CAP-DH sur les VBG sont au centre d'un atelier de haut niveau multi-acteurs. L'objectif visé est de fédérer les efforts dans le cadre de la lutte contre les VBG en vue de l'amélioration du cadre juridique de protection des droits des femmes au Mali. Inaba. Le Mali ne dispose toujours pas de loi contre les violences basées sur le genre. Malgré la ratification de plusieurs instruments et traités, les femmes peinent à avoir gain de cause. Qu'à cela ne tienne, elle intensifie les initiatives afin de convaincre les décideurs à tous les niveaux. C'est l'objectif de cette rencontre. Une rencontre qui entre dans le cadre de la mise en œuvre du projet Mousso Congo Ambé Congo. Les populations en général, les femmes en particulier, ne jouissent pas de leurs droits fondamentaux consacrés par des textes nationaux, régionaux et internationaux auxquels le Mali a souscrit. De 2012 à nos jours, le Mali vit une crise multidimensionnelle
avec son cortège de crimes et de violences sexuelles et sexistes inouïs, dont les femmes et les filles payent le plus lourd tribut, alors qu'elles demeurent toujours sans réparation. Ça concerne tout le monde, les hommes aussi bien que les femmes. Tout homme a une femme, une fille, une sœur, une maman. Donc les questions de violence faites aux femmes et aux filles ne concernent pas seulement les femmes, ça concerne toute la population. À l'instar des pays voisins, je souhaite vraiment, vivement, que les plus hautes autorités maliennes puissent faire adopter une loi réprimant spécifiquement de telles violences. Ce projet biennal Mousso Kunku Amber Kunku est financé par Oxfam à travers son mécanisme Voice et mis en œuvre par le consortium Moussonet CAPDH. Il couvre les régions de Kaï, Koulikoro, Sigasso et le district de Bamako. Au niveau du département, depuis 2017 aussi, on a déjà l'avant-projet de la lutte contre le BBG qui a été déposé par la société civile. Et nous y travaillons à l'interne. Nous agissons avec tact sur ces dossiers-là. Sinon, l'objectif final, effectivement, c'est d'avoir cette loi à moyen, à long terme. Le but du projet est d'améliorer le cadre juridique de protection des femmes et des filles, et cela afin de lutter contre les violences et les inégalités à l'égard des femmes et les filles au Mali. Démarrage des travaux de la conférence budgétaire au titre de l'exercice 2024 organisé par le ministère de l'Économie et des Finances. L'exercice consiste non seulement à lancer le processus d'élaboration du projet de loi des finances au titre de l'année 2024, mais également de jeter un regard rétrospectif sur les années antérieures. Sorona Kamisogo. De cette conférence budgétaire, un constat se dégage. Malgré la crise multidimensionnelle, le contexte macroéconomique du Mali est rassurant. Au-delà de l'affirmation, des chiffres sont assez illustratifs. Au niveau du contexte macroéconomique, les perspectives de croissance sont de 5% en 2023 et elles sont projetées à 5,2% en 2024. Et ces projections sont meilleures, nettement meilleur que le niveau de croissance enregistré au titre de l'exercice 2022, qui est de 3,7% et qui s'explique aisément par les différentes crises et sanctions que le pays a vécues courant l'exercice 2022. Pour l'exercice 2024, les perspectives macroéconomiques du Mali incitent à la mise en œuvre d'une politique budgétaire prudente et responsable, malgré un regain de la croissance du PIB réel. À cet effet, la politique budgétaire vise un objectif de déficit de 4,5% du PIB en 2024, compte tenu de nombreux engagements du gouvernement, notamment dans le cadre du renforcement des acquis en matière de défense et de sécurité, ainsi que l'amélioration des infrastructures socio-économiques de base pour de meilleures conditions de vie des populations. Dans une série de présentations, les acteurs du domaine des finances se sont imprégnés sur la problématique de l'évaluation de la performance des programmes, le processus d'élaboration du budget. Ils ont été également édifiés sur l'articulation entre les documents de planification stratégique nationale et les documents budgétaires. En plus de ces trois thématiques, nous encourageons vivement le gouvernement à prendre en compte certaines préoccupations formulées par les partenaires depuis quelques années dans le cadre de notre dialogue politique en matière de gouvernance. Les partenaires se tiennent aux côtés du peuple malien et des autorités pour relever ces défis en soutenant la mise en œuvre du cadre de relance économique et de développement durable, le CRE 2019-2023, et pour soutenir le plan d'action prioritaire du gouvernement de transition. L'insécurité, tout le monde sait que c'est une lutte qu'on commence, personne ne sait quand est-ce que ça finit. Le coût, personne ne peut estimer. Quand on regarde également les sanctions de la CEDEAO, personne ne s'attendait à ces sanctions. En tant que responsable, permettez-nous encore de maintenir un niveau de charge commune nous permettant de gérer tous ces imprévus qui malheureusement ne sont pas accompagnés par tous les appuis qui ont toujours été demandés aux partenaires
que vous êtes. En définitive, la conférence budgétaire a permis aux 400 participants de partager leur expérience en vue d'aboutir à un document consensuel et solide, tous étant impliqués dans le processus budgétaire. Ouverture de la 3e édition de l'atelier de concertation et d'échange pour l'amélioration du cadre de collaboration entre les mines et leurs partenaires. L'objectif de cet atelier de 2 jours est d'améliorer la collaboration entre les acteurs miniers. Aliou Abdoulaye Touré. Barrick Gold est une entreprise canadienne d'exploitation et de développement des sites miniers. C'est dans la perspective d'améliorer la collaboration entre les mines et leurs partenaires évoluant dans l'industrie minière que se tient la 3e édition de cet atelier. Si cette 3e édition, tout comme les précédentes, a porté sur le renforcement du cadre d'échange d'expérience entre les sociétés minières et leurs partenaires dans l'exploitation minière au Mali, l'introduction du contenu local permettra à l'issue de nos travaux d'avoir une plus grande visibilité sur les réalisations des sociétés minières en la matière. Le Mali est doté d'importantes ressources minières dont l'exploitation pourrait constituer une importante source d'emploi, de revenus et contribuer au processus de développement durable. Cependant, l'épine dorsale demeure la faible appropriation des technologies à forte valeur ajoutées dans la chaîne d'exploitation, faisant que le pays n'est qu'un simple exportateur de produits miniers semi-finis vers les pays industrialisés. Il est important que les sociétés minières intensifient les efforts dans les actions s'inscrivant dans le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises. Nous avons encore besoin de plus d'efforts sincères dans la promotion du contenu local, par une meilleure implication des sociétés minières dans les initiatives portées par l'État malien. Ces 2 jours de travaux auxquels les services techniques participent devraient aboutir à des recommandations. Les villages de Tingari et Guetala dans la région de Caille viennent de recevoir leur relevé d'identité bancaire de la Banque sahélo-sahélienne pour l'investissement et le commerce Basic Mali. C'est dans le cadre du concept Point Diaspora du programme Tunkaranke en partenariat bien sûr avec les communautés. Boubacar Balbentouré. Un pari de plus gagné par le programme Tunkaranke en partenariat avec la Banque sahélo-sahélienne pour l'investissement et le commerce Basic Mali, celui d'un développement harmonieux des villages à travers le concept Point Diaspora. Un concept qui vise d'abord à favoriser une inclusion financière à travers les fonds envoyés par les Maliens établis à l'extérieur. Ensuite, permettre un développement de ces villages à partir des frais d'envoi. Des opérations qui nécessitent l'ouverture d'un compte au nom des villages bénéficiaires, d'où la remise officielle des relevés d'identité bancaire au comité villageois de Tinkare et Guetela dans la région de Caille. Ce jour est historique, mémorial et mémorable, qui magnifie ce moment solennel où les habitants de Tinkare, de Guetala, ont placé entre leurs mains la plus grande et la plus redoutable des armes de combat dont ils disposent. La confiance à la Banque sahélo-sahélienne pour l'investissement et le commerce. C'est avec la même conviction, la même détermination, la même foi en l'avenir et au devenir de notre pays, le Mali, que le directeur général de la BESIC Mali a accepté ce partenariat comme pour nous dire que la BESIC Mali place aussi toute sa confiance en vous. Nos plus hautes autorités et nous-mêmes sommes unanimes que les coopératives et autres organisations de l'économie sociale et solidaire ont un rôle essentiel à jouer pour favoriser le développement dans les zones rurales en offrant des perspectives d'emploi productifs et en améliorant les conditions de vie de ces populations. Ces fonds issus des frais d'envoi serviront à créer des activités génératrices de revenus au sein du village, pilotées par un comité villageois. Les bénéfices ainsi générés seront destinés à financer des projets de développement comme la construction de centres de santé, d'écoles, sans oublier le domaine de l'agriculture au profit des communautés à la base. L'initiative vise à soutenir les efforts déployés par le gouvernement de la transition pour asseoir un cadre de développement socio-économique durable, inclusif et intégré à la base, en mettant les acteurs locaux au cœur de la dynamique économique et ce, en facilitant leur accès au financement bancaire. L'initiative dont il est question
est parfaitement aligné sur les priorités gouvernementales relatives au secteur du développement rural. La cérémonie a été marquée par la remise officielle des relevés d'identité bancaire aux représentants des villages de Tinkare et Guetela et la projection d'un film sur une phase pilote de cet ambitieux projet du programme Tunkaranke. Le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable a inauguré ce jeudi à Koulikoro la station de traitement des boues de vidange. L'infrastructure d'assainissement est financée à plus d'1 milliard de francs CFA par le Royaume de Belgique au Mali. Boubacar Sissoko. Bâtie sur une superficie de 3,6 hectares, la nouvelle station de traitement de boues de vidange qui vient d'être inaugurée à Koulikoro a une capacité de traitement de 56 mètres cubes par jour, soit 5 camions de 10 mètres cubes en moyenne. La réalisation de ce projet par le Royaume de Belgique au Mali vise à contribuer à l'assainissement de la ville de Koulikoro et ses environs. Cette station de traitement de boues de vidange permet également d'améliorer le cadre de vie des populations et de protéger l'environnement. La vision des élus, c'est de faire de Koulikoro une ville très assainie et très attractive. Si en matière de gestion des déchets liquides, les progrès sont enregistrés, il reste également la problématique de la gestion des déchets solides. Pour cela, il faut à la commune urbaine de Koulikoro, qui est en train de s'agrandir, un programme de gestion des déchets solides, la dotation de la commune de 3 camions bennes et des petits matériels d'assainissement. La Belgique contribue au financement du projet d'amélioration de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement pour un montant global de plus de 9 milliards CFA, dont 5 milliards sont destinés à l'assainissement liquide en milieu urbain et rural. Cette inauguration entre dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'amélioration de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement dans la région de Koulikoro, PEPAC. Elle répond aux préoccupations des autorités de la transition. Peu importe le montant, c'est l'avantage et tout ce que ce projet va apporter aux populations. Ce projet va apporter aux populations du Guétan la santé. Beaucoup de villes du Mali pensent à avoir une infrastructure de ce genre aujourd'hui. Après l'inauguration, le ministre en charge de l'assainissement a eu droit à une visite guidée des installations. Il a également assisté à la mise en service de la station avec l'accueil du premier camion contenant la boue de vidange. La station de traitement de boue de vidange de Koulikoro a coûté 1 milliard 300 millions de francs CFA au Royaume de Belgique. À l'école des sous-officiers de Banankoro, 387 élèves sous-officiers du Mali et d'autres pays d'Afrique viennent de recevoir les épaulettes qui marquent la fin de la formation commune de base de 3 mois. Foussini Samake. Ils sont 387 élèves sous-officiers d'actifs de Banankoro, dont 105 personnels féminins, à boucler leur formation commune de base de 3 mois en première année. Ce qui leur permet d'obtenir l'épaulette appelée passant. Ces jeunes deviennent des EOA1. Le directeur du centre, le colonel Sidi Lamine Traoré et son encadrement ont enseigné à ces jeunes durant 3 mois certains fondamentaux de l'armée. Pour ce passant, j'en suis très fière et je suis reconnaissante pour ce passant. La première année est une année de souffrance qui a été très dure pour moi, mais avec le temps, je sais que ça ira. J'ai envie de continuer cette formation car au bout des 2 ans, je suis sergent et je serai fière de rentrer à mon pays avec un grade sergent. C'est une formation qui est basée sur plusieurs paramètres, dont la formation physique, intellectuelle, morale et psychologique. Et vraiment, je suis très heureux d'être dans ce pays qui est une terre de référence en matière de formation militaire. Ces jeunes de l'ESO de Banankoro sont composés de 2 Sénégalais, 2 Burkinabés, 2 Togolais, 2 Tchadiens, 2 Nigériens, 3 Gabonais et 374 Maliens. Je rassure bien sûr la hiérarchie et que nous allons continuer sur cette lancée et je suis prêt à servir ce pays dignement. La cérémonie de remise des passants à cette 18e promotion de l'école sous-officier d'actifs de Banankoro a pris fin par un défilé militaire des aînés de la 2e année, suivi de ceux de la première année.
Le directeur général du commerce, de la consommation et de la concurrence a achevé la deuxième phase de sa mission à Hassan. La délégation a animé un atelier sur les thèmes suivi du marché et le rôle des acteurs régionaux. Plusieurs autres sujets ont été également abordés, notamment le respect de la mesure de la suspension et l'exportation des céréales. Drissa Kone. Ils sont tous présents, les acteurs régionaux de la chaîne du commerce, à cet atelier animé par le directeur national en charge de la question. Pendant 3 heures d'horloge, le thème « Organisation des circuits de distribution des produits de première nécessité » est passé au pain fin, du producteur au consommateur, en passant par l'importateur, le grossiste, le détaillant, bref, une synergie d'esprit s'impose. Les participants sont sortis réceptifs des préoccupations des plus hautes autorités. Nous avons été vraiment édifiés. De nos échanges, nous avons compris tout ce qui est afférent au commerce, l'exonération, la TVA et autres. Nous sommes au courant de la suspension de l'exportation des céréales. Nous l'appliquons scrupuleusement. C'est vrai que nous sommes des commerçants, mais nous sommes aussi des chefs de famille. Le constat global est satisfaisant au terme de cette émission qui a commencé par Bougouni et s'achève ici à San. C'est vraiment de remercier l'engagement des acteurs régionaux. Partout où on est passé, ils sont restés réceptifs du message qu'on leur a délivré. C'est-à-dire faire en sorte que le commerce puisse appuyer et être profitable à l'ensemble des acteurs. Donc on doit faire le commerce, exercer le commerce dans un cadre vraiment loyal et bénéfique pour tout le monde. Auparavant, la délégation avait rencontré les autorités régionales. Elle était porteuse du message de remerciement du ministre de l'Industrie et du Commerce adressé à l'exécutif régional pour son accompagnement. L'Office Seri Mopti vient de tenir la 33e session de son conseil d'administration. Parmi les points inscrits à l'ordre du jour, le rapport d'activité 2022. Idrissa Keita. En termes d'indicateurs présentés aux administrateurs de la 33e session ordinaire du conseil d'administration de l'Office Seri Mopti, plus de 65% des objectifs assignés ont été atteints au titre de la campagne agricole 2021-2022. Nous avons une production de 93 947 tonnes de riz paddy pour les 4 systèmes de riziculture, notamment l'aspersion contrôlée, la maîtrise totale, l'aspersion libre et le riz de bas-fond. Pour les céréales sièges, nous avons une production de 48 298 tonnes. Même si dans l'ensemble il y a de quoi se réjouir, des efforts restent à déployer. La persistance de l'insécurité et du terrorisme violent dans la région, la dégradation des infrastructures et des réseaux hydrauliques, le sous-équipement des producteurs, la difficulté de recouvrer la totalité de la redevance indispensable pour la réhabilitation des infrastructures. Pour la campagne agricole 2022-2023, il est prévu un budget de plus de 2 950 millions de francs CFA. Ce budget s'articule autour de quelques axes majeurs. Nous avons un objectif de production de 164 888 tonnes de céréales. Les différentes mesures seront envisagées, notamment la médiatisation des bonnes pratiques agricoles, à savoir les SRI combinés au PPI. Pour atteindre cet objectif, le directeur général de l'Office Seri Mopti sera compter sur les administrateurs et les partenaires, notamment pour relever les contraintes liées à la mobilisation des ressources, l'appui de l'État en intrants et en équipement agricole. Audience à la primature, le chef du gouvernement a reçu aujourd'hui respectivement les membres de Fusi Mali et une délégation de l'association culturelle Soninké qui organise dans quelques jours la 7e édition du Festival international Soninké Fizo en Mauritanie. On les compte rendu de ces 2 audiences avec Alou Céline Touré. Le festival international Soninké est prévu pour se tenir en Mauritanie à partir du 22 février prochain. Il vise à évoquer la vie de la communauté et des sujets très sensibles comme l'esclavage par ascendance. Le festival n'est pas que des rencontres festives, c'est-à-dire que danse, folklore, tout ça là, démonstration culturelle. Le festival donne aussi l'occasion de discuter des choses extrêmement importantes et qui concernent la vie de notre communauté. Alors, pour Nouakchott,
On va assister aux démonstrations culturelles, mais nous allons débattre de beaucoup de thèmes, dont 2 thèmes d'importance capitale, en tout cas pour ceux qui nous regardent ici au Mali aujourd'hui. L'un des thèmes porte sur l'ascendance, l'esclavage par ascendance. C'est un sujet très sensible qui a fait aussi dégâts dans ce pays-là. Donc nous avons décidé nous-mêmes de prendre le taureau par les cornes, d'en parler entre nous et de trouver des solutions qu'il faille vraiment pour que ce problème-là puisse s'arrêter. Il y a un thème qui va se rapporter à l'éducation. D'ailleurs, le thème générique de cette année, c'est écrire notre langue, en parler pour que la langue ne disparaisse pas. À cause de ce thème-là, ce forum devait être une activité à laquelle le gouvernement ne peut pas fermer les yeux, parce que l'un des problèmes qu'on vit chez nous, nous sommes même en train de changer le code de procédure pénale. Il y a beaucoup de jugements qui sont en cours, qui sont centrés sur cette question. Donc c'est une question qui est d'actualité au Mali et qui ne doit pas passer inaperçue. C'est heureux que votre communauté le prenne en charge. L'autre question, c'est écrire et parler votre langue. C'est pour vous signifier en tout cas l'importance que nous accordons à la démarche que vous faites, au thème que vous choisissez, à l'importance de votre communauté dans l'histoire du Mali aussi longtemps que nous montons et qui n'est pas donc à négliger. Au moment où on cherche à mettre les Maliens ensemble, je pense que l'une des grandes communautés ethniques qui est bien fondée pour parler à tous les Maliens, c'est la vôtre, parce qu'elle existe partout. Fusil Mali s'inscrit dans une démarche de reconnaissance. Reconnaissance pour tout le soutien dont l'association a bénéficié de la part des autorités. Aussi a-t-elle informé le Premier ministre de l'intention de l'association d'organiser prochainement une caravane en direction du Burkina Faso et de la Guinée pour évoquer l'intégration avec ces 2 pays. Les journées d'Agalok, nous les organisons en hommage à nos militaires tombés à Agalok du 18 au 25 janvier 2012. Cette année, je dois avouer que cet événement a eu un éclat particulier. D'abord, de par votre présence physique, doublée de votre contribution à la fois matérielle et financière. J'avoue que la plateforme Fusil Mali manque de mots pour vous remercier. Dans les jours à venir, le peuple malien est appelé à se prononcer à l'occasion d'un référendum, naturellement, sur un projet de constitution, un nouveau projet de constitution. Je dois dire cet après-midi, au nom de notre plateforme, que nous adhérons entièrement et pleinement à cette initiative parce que nous pensons que beaucoup de difficultés que notre pays a connues ces dernières années sont dues essentiellement à un certain dépassement des textes de 92. Dans les jours à venir, Fusil Mali entend se rendre au Burkina Faso, en Guinée-Conakry, pour d'abord commencer, ensuite d'autres pays suivront. Et nous entendons vraiment parler Mali, parler du Mali, parler à nos compatriotes, leur expliquer toutes les belles actions qui sont en train d'être menées aujourd'hui afin que tous puissent faire bloc derrière les autorités de la transition. L'association a également demandé que les veuves et orphelins puissent bénéficier de certaines largesses de la part de l'État. Toute chose que le Premier ministre a trouvé juste comme demande et a promis que l'État ferait tout ce qui est possible pour reconnaître les efforts de tous. Le président de la transition, chef de l'État du Mali, a décidé, conformément aux recommandations des assises, d'élaborer une nouvelle constitution pour les Maliens. Il aurait pu s'asseoir dans son bureau, faire une constitution, demander aux Maliens de voter. Parce qu'aucun Malien ne va lire, il y a très peu en tout cas qui vont lire toute la constitution. Au moment du vote, les gens se posent la question, est-ce que Nebe Assimi fait? Est-ce que je suis d'accord avec Assimi Goïta et ce qu'il est en train de faire et son gouvernement? Si c'est oui, on vote oui. Si c'est non, on vote non. Donc il aurait pu faire un texte et dire aux Maliens de choisir. Mais il a décidé d'élargir autant que possible les concertations pour montrer que toutes ces initiatives doivent être partagées par la majorité des Maliens. Et si vous, avant même qu'il ne finisse les concertations, vous décidez de soutenir ce que le gouvernement fait,
comme je l'ai dit, nous ne pouvons qu'applaudir. Toutes ces associations se rendent hors de nos frontières et sont considérées à ce titre comme des ambassadeurs de notre pays. La région de Tombouctou a accueilli la délégation nationale de l'Union des radios et télévisions libres du Mali, URTEL, conduite par son président Bandjougou Dante, en tournée à l'intérieur du pays. L'organisation a rencontré les responsables des radios de Taoudéni et de Tombouctou. Najim Baba Sissé. Cette mission de l'Union des radios et télévisions libres du Mali, URTEL, conduite par son président Bandjougou Dante, nommé président de la Maison de la Presse, est venu informer et échanger avec les responsables des radios des régions de Tombouctou et de Taoudéni afin de trouver un large consensus sur un certain nombre d'innovations pour une meilleure prise en compte de l'intérêt de l'ensemble des membres de l'Union. C'est la première fois qu'un président de l'URTEL, nommé président de la Maison de la Presse, vient à Tombouctou pour parler de vive voix avec les responsables de ces différentes radios de la région de Tombouctou et de Taoudéni. Nous allons discuter avec le président Dante de nos difficultés auxquelles nous faisons face. Cette rencontre est l'occasion pour ces responsables des radios de s'approprier les points inscrits à l'ordre du jour relatifs aux propositions d'adaptation des textes de l'URTEL aux réalités actuelles. Recueillir les propositions des organisations professionnelles de la presse sur l'avant-projet de constitution. Nous sommes à la tête de notre organisation qui est la plus grande organisation professionnelle de presse au Mali. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, dans notre pays, nous avons, selon les chiffres de la Haute Autorité de la Communication, 491 radios. Et l'URTEL a en son sein 428 radios, 42 chaînes de télévision. Nous avons près de 200 parutions. Nous avons une soixantaine de sites d'information. Et nous avons de nombreux supports électroniques qui donnent l'information. Nous avons voulu entreprendre des réformes pour que ceux qui viendront après nous fassent mieux que nous. Quant à nous, autorités administratives, j'ai pu vous assurer de notre engagement à vous accompagner dans l'atteinte de vos objectifs qui cadrent avec la vision du gouvernement, résultante des principes directeurs de la transition sous la clairvoyance de son Excellence, le colonel Assimi Goïta. Les deux régions, Tombouctou et Taoudéni, renferment au total une trentaine de radios. Gao est l'étape prochaine de cette délégation nationale. La marque Lenovo vient d'inaugurer sa première salle d'exposition à Bamako, donc à Amdalaï Asseyi. À travers cette ouverture, les représentants de la marque entendent offrir de nouvelles solutions informatiques au public avec une gamme de produits variés et accessibles en termes de coûts. Bemba Sibi. Lenovo s'installe au Mali. L'un des leaders mondiaux de la technologie a ouvert son premier showroom à Bamako, précisément à Amdalaï Asseyi, et propose une large gamme d'appareils électroniques allant des téléphones portables aux ordinateurs, en passant par les tablettes ou encore les serveurs. La création de ce showroom permettra à tout un chacun, professionnel et particulier, de pouvoir s'imprégner de la marque, de tester nos produits et de bénéficier de conseils sur l'achat. Notre garantie constructeur extensible jusqu'à 3 années. Notre service après-vente constituera, j'en suis sûr, un atout certain pour notre clientèle. Ce showroom contribue à faciliter l'accès des populations aux outils informatiques. Pour le secrétaire général du ministère de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration, qui a présidé la cérémonie d'inauguration du showroom, ce genre d'initiative sera toujours soutenu par le département. Aujourd'hui, nous sommes dans un environnement où le développement numérique devient une nécessité et vitale pour nos nations, surtout les nations en voie de développement. Il est important effectivement que ceux-là qui ont des initiatives, qui ont des ambitions dans ce sens, que le ministère les accompagne. Lenovo au Mali, ce sont des solutions informatiques de qualité accessibles à moindre coût, rassurent les initiateurs. Rajaba, le 7e mois du calendrier musulman. Le nom vient de Rajaba qui signifie respecter. C'est l'un des 4 mois sacrés de l'islam. Comment ce mois est observé par les musulmans? La réponse avec Boubacar Kanouté. Le mois
mois de Rajab est le 7e mois hégirien. Du calendrier musulman, Rajab signifie respect. C'est l'un des 4 mois sacrés de l'islam qui sont entre autres les Muharram, Zulqada, Zulhijja et Rajab. Les croyants doivent multiplier de bonnes œuvres et s'abstenir à commettre des péchés. Car il se distingue des autres mois par sa particularité. Sa spiritualité, plusieurs révélations ont été faites en ce mois sacré. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a reçu les 5 prières ainsi que sa marche nocturne vers le Baytul Muqaddas en Palestine. Chaque tribu avait son Rajab, mais le prophète nous dit clairement Rajab de Bani Moudar est bel et bien le Rajab convenable. Donc c'est ce qui coïncide au 7e mois du calendrier musulman. Le Rajab marque également plusieurs faits spirituels, parmi lesquels le voyage nocturne du prophète alayhi salatu wassalam, qui se déroule en l'an 5 après la révélation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est reçu en visite privée chez Allah subhanahu wa ta'ala, qui est une haute marque de considération, est une distinction très forte. Et le Rajab est également le symbole justement de l'unification des religions célestes. Il est celui qui a dirigé la prière des autres prophètes dans ce mois de Rajab. Au nom d'Allah, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Louange à Allah, s'adressant aux hommes en ces termes, dans le Saint-Coran, Sourate 9, verset 36. Allah dit, le nombre de mois auprès d'Allah est de 12. Dans la prescription d'Allah, le jour où il créa les cieux et la terre, 4 d'entre eux sont sacrés. Telle est la religion droite. Durant ces mois, ne faites pas de tort à vous-même. Le premier mois du calendrier islamique, le 7e mois qui est Rajab, notre sujet du jour, le 11e mois et le 12e mois qui est le mois du pèlerinage. Rajab, le mois d'Allah. Sha'aban, le mien, c'est-à-dire mon propre mois. Et Ramadan, le mois de ma communauté. Donc dire que Rajab est le mois d'Allah, ça veut dire c'est une distinction honorifique parmi les autres mois. Pendant l'époque pré-islamique, les gens respectaient scrupuleusement le concept de trêve guerrière pendant le mois de Rajab, qui consistait à considérer ces mois comme un temps de tolérance absolue. L'islam adopte ce point et applique convenablement chacun s'évertuer à ne point causer de tort à son prochain. Cette pratique doit inspirer le monde entier pour ramener la quiétude, surtout notre pays aujourd'hui à la croisée des chemins. Parce que le prophète, lui, sa mission principale même, c'est la cohésion, la paix. Même avant l'islam, on cessait justement de se battre. Les combats s'arrêtaient à cause de l'arrivée du Rajab. Donc c'est un mois sacré parce que ça symbolise la paix et la paisibilité, et cette paix qui est tant recherchée dans notre pays. Le mois de Rajab est un mois d'intense prière et de spiritualité qui annonce déjà les couleurs du mois béni de Ramadan. Ce mois de Rajab est un tournant important aussi avant d'arriver au mois de Ramadan. Les ulémas ont dit que celui qui n'arrive pas à s'organiser à partir du mois de Rajab risque d'avoir des failles justement dans ses préparations pour le mois de Ramadan. Le mois de Rajab est un tournant décisif pour l'islam, mais il révèle certains points non moins rélucents. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a connu des dures épreuves pendant le mois de Rajab avec la perte de son épouse Khadija, de son oncle Abu Talibi et son exil à Taïfa, soldé par un échec, donc un mois de réflexion. Le mois sacré de Rajab est un moment de gloire, de consécration, mais aussi un mois charnier pour les sceaux du prophète qui a connu des difficultés énormes. Les voyages nocturnes visaient juste à soulager le prophète et le requinquer davantage
pour mieux réussir sa mission. Depuis des siècles, les communautés musulmanes de notre pays accordent une place de choix au Rajab. À travers des prières, des bénédictions, il se passe 7 années au moins où le pays est entré de plein pied pour des réformes. Face à la crise que traverse le Mali, le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA contribue à la réponse humanitaire globale tout en continuant de mettre un accent particulier sur les questions de femmes, notamment celles relatives à la santé reproductive, une dimension essentielle de son mandat selon le représentant résident de l'organisation au Mali. Yves Sanserat est l'invité de la semaine ce soir sur notre antenne. Je vous propose de suivre un extrait de cet entretien. Le UNFPA se focalise avant tout, pour le simplifier, pour que pendant la tempête humanitaire, que les femmes et les filles ont un abri, figurativement parlant. Alors notre focus, c'est vraiment qu'on s'assure qu'il y ait un abri pendant la tempête humanitaire. Et notre abri se focalise d'abord et avant tout sur s'assurer que les femmes et les filles sont en bonne santé mentale et physique et peuvent survivre cette crise pour en sortir résiliente et contribuer à la reconstruction. Votre participation concrètement au plan de riposte humanitaire, c'est quoi? Ça d'abord, c'est dans le domaine de la santé physique de la femme, la santé maternelle et reproductive. On a un grand programme ensemble avec l'État de déploiement de plusieurs centaines de sages-femmes au niveau national. Et ça, par exemple, au niveau de la santé maternelle et les accouchements aussi en temps de crise, est un maillon important dans la chaîne parce que non seulement c'est la mise en place d'un personnel de santé qualifié, mais aussi l'infrastructure au niveau des centres de santé où ces sages-femmes sont placées et leur formation pour justement qu'elles puissent rendre un service de santé de qualité maintenant. L'invité de la semaine à suivre après la page PMU Mali avec Yaya Konaté. Agir sans tambour ni trompette, vous connaissez certainement cette expression et sachez également qu'elle a été empruntée au monde militaire. En effet, il y a des siècles, les troupes partaient à l'assaut de leurs adversaires accompagnés de musiciens dont les joueurs de tambour et de trompette. La chronique du jeudi injure une formule établit un pont entre la trouvaille et la volonté actuellement affichée de l'armée d'innover, d'être imaginative. Sori Ibrahima Keïta. Que les militaires élaborent des stratégies de guerre n'a rien d'insolite, mais qu'ils soient à l'origine de trouvailles d'expression qui s'imposent à l'Académie de la langue française, ça, c'est inédit. C'est pourtant ce qui semble être le cas avec l'expression toute faite, sans tambour ni trompette, apparue dans les années 1650. L'expression sans tambour ni trompette est une locution adverbiale. Une locution est un groupe de mots constituant une unité sur le plan grammatical et sémantique. Une locution, c'est un ensemble formé de plusieurs mots, mais cet ensemble de plusieurs mots constitue une unité indivisible dans la syntaxe, c'est-à-dire la grammaire, et dans la sémantique, c'est-à-dire le sens. Cette locution sans tambour ni trompette signifie sans bruit, sans se faire remarquer, discrètement, sans attirer l'attention. C'est une expression qui nous vient du monde militaire. Autrefois, les tambours et les trompettes étaient utilisés pour donner des instructions militaires. De même, quand les militaires partaient au front, pour leur mettre du baume au cœur, c'est-à-dire pour les motiver à venir avec la victoire, on les accompagnait musicalement, donc avec tambour et trompette. Quand ces mêmes militaires devraient décamper, devraient battre en retraite, cela se fait discrètement, sans accompagnement musical, c'est-à-dire sans tambour ni trompette. Comme toutes les expressions, elle a dû faire bien des mues au fil du temps. L'expression a fini par se généraliser dans l'usage pour se dire de toutes choses qui se fait de manière discrète, pour se dire de toutes choses qui se fait sans attirer l'attention, pour se dire de toutes choses qui se fait sans bruit. Faire les choses sans tambour ni trompette parce qu'il y a un adage malinqué qui dit que
le serpent grandit lorsqu'il est caché. Donc, il est préférable de faire les choses sans tambour ni trompette. C'est peut-être ce message qui peut se cacher derrière cette expression sans tambour ni trompette. En matière linguistique, des subtilités peuvent bien en cacher d'autres. Aujourd'hui, actualité de la Grande Muette oblige au Mali, en tout cas dans l'opinion publique. L'armée monte en puissance, tambour battant. Une expression proche de la première, mais mea culpa. Les chroniqueurs du jour ont omis d'établir la passerelle. Point Covid du jour avant de fermer cette édition. Les services de santé ont enregistré 14 nouveaux cas positifs sur 232 tests réalisés. 0 patient guéri et 0 décès. À ce jour, 46 patients sont sous traitement. Ainsi prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Que le bon Dieu nous protège.